2005, un homme âgé de 43 ans est retrouvé pendu aux barreaux de son lit superposé. Il séjournait au domaine Orford, un centre privé pour toxicomanes en Estrie. On met la santé de ces gens-là entre les mains de gens qui ne semblent pas avoir d'expertise. Juin 2006. Un jeune homme de 18 ans se suicide par pendaison à la maison L'Estime d'Asbestos, une autre maison privée de traitement pour toxicomanes. La victime, qui s'était enfermée dans sa chambre, s'est pendue à une conduite d'eau au plafond de la pièce. C'est pas drôle de voir un petit gars de 18 ans pendu, là. Il n'y a rien de bien drôle là-dedans. Quand Annie de la Sablonnière a décidé de nous contacter, elle était infirmière à l'hôpital universitaire de Sherbrooke. Choquée par le récit de plusieurs de ses patients toxicomanes, elle nous envoyait alors ce courriel. Ces patients se plaignaient des services reçus et des conditions de vie dans certains centres privés où ils étaient en traitement. Moi, je vous dirais que la chose qui me frappait le plus, puis que j'étais de plus en plus indignée face à ça, et c'est pour ça que je suis rentrée en contact avec vous, c'était que je sentais qu'il n'y avait pas de cadre défini à ces maisons de thérapie-là, qu'il n'y avait pas de structure. J'avais l'impression, je vous dis de façon générale, que les maisons de thérapie manquaient d'intervenants qui étaient qualifiés, qui avaient les compétences, qui étaient dotés des compétences et de l'expertise qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins des toxicomanes. Agence de santé de services sociaux, bonjour. Recueil de référence, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous avons donc entrepris une recherche à la grandeur du Québec pour démêler une situation complexe. Il existe un premier réseau de centres publics de réadaptation pour toxicomanes qui relève du ministère de la Santé et où les services sont gratuits. Parallèlement à ce réseau, plus d'une centaine de centres privés offrent des services de traitement et d'hébergement. Il en coûte entre 500 $ et 2500 $ par mois en moyenne. La majorité de ces maisons ne sont pas certifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, on va parler des émotions. Si plusieurs d'entre elles offrent un service de qualité, la réalité n'est pas la même partout. Car elles fonctionnent sans permis et n'ont de compte à rendre à personne. Une situation qui, pour un coroner, est inacceptable. Ça prend un encadrement un petit peu particulier, là, plus serré, là, pour s'assurer que les soins donnés sont adéquats. Mais ce n'est pas le cas pour les maisons de thérapie pour toxicomanes. Pas pour l'instant. Ces gens-là peuvent faire n'importe quoi. Ça ressemble à ça. En moins d'un an, 2 suicides sont survenus dans 2 centres non certifiés de l'Estrie, le domaine Orford et la maison L'Estime à Asbestos. L'enquêteur, le coroner Dr Gilles Sainton. Nous l'avons rencontré. Dans les 2 cas, ses conclusions sont on ne peut plus claires. Les suicides auraient pu être évités. Je dirais que c'est à la complexité des pathologies et des problèmes de santé mentaux qu'ont ces gens-là, qu'ont les résidents, et au manque de formation qu'ont ceux qui les encadrent. Asbestos, petite ville minière de l'Estrie. La maison L'Estime y a ouvert ses portes en 1998. On y retrouve 85 résidents, hommes et femmes, toxicomanes, alcooliques et un pourcentage important de personnes en provenance du monde carcéral. Moi, souvent, je me suis fait harceler. Quoi que, si je marchais pas droite dans la maison, je n'étais pas retourné en prison. Le gars, il va tout faire, là. Nous avons retrouvé un ancien résident de l'Estime, M. André Clouette, qui a passé 6 mois en thérapie dans ce centre pour ensuite y travailler comme intervenant auprès des résidents. C'est lui qui a trouvé le jeune homme de 18 ans pendu au tuyau du plafond de sa chambre. Oui, je travaillais au centre dans ce temps-là. Les portes de la maison de thérapie, les portes de chambre barraient par en dedans et non par en dehors. Moi, je leur ai dit, il faudrait enlever ça, là. C'est pas supposé de barrer par en dedans, ça, là.
Ils n'ont pas changé ça. Qu'est-ce qui est arrivé, malheureusement, arriva. Il y a eu un suicide. Il y a des tuyaux qui sortaient du plafond. Puis dans sa chambre? Ou dans sa chambre à lui. Puis avec sa ceinture de robe de chambre, il a réussi à faire un nœud. Puis avec une chaise, on l'a retrouvé pendu. C'est un monsieur qui est en état de crise, qui avait toutes les bonnes raisons d'être en état de crise, puis qu'on a laissé dans son coin, qu'on n'a pas su surveiller comme il faut. Et comme un manque d'attention. Oui, juger de l'importance de sa crise et de l'importance de la détresse, de sa détresse. Il s'était pendu la nuit ou le matin? Dans la nuit. Okay. Dans la nuit. Est-ce qu'il n'y avait pas des surveillants la nuit? Supposément, mais il faut croire que, d'après moi, cette nuit-là, il disait qu'il n'avait, mais d'après moi, je peux voir, il n'a pas eu. S'il y en avait, ils n'ont pas fait leur ronde comme qu'il devrait avoir lieu. M. Clouette est très sévère à l'endroit de la maison Lestime. La nourriture est à digérer. Le chauffage, j'ai vu qu'en plein hiver, pas de chauffage, ça marchait à l'huile. Moi, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas payé leur compte, fait qu'on couchait avec des manteaux d'hiver. J'ai vu le directeur, moi, visser les fenêtres un été. Pas l'hiver, un été. Parce qu'il y en a qui sortaient par là, mais c'est pas une raison de visser les fenêtres. Le résident n'avait plus d'air. Nous avons offert à la direction de la maison Lestime de nous donner leur version des faits. Mais le directeur, M. Gino Goulet, a refusé de nous rencontrer. Par ailleurs, suite au rapport du coroner, la direction a suivi plusieurs des recommandations, comme recouvrir les tuyaux dans les chambres et ne plus permettre de portes qui verrouillent de l'intérieur. Dans le cas du suicide survenu au domaine Harford en 2005, le coroner Sainton taxe là aussi la direction de manque de jugement. Ils n'ont pas été capables de se rendre compte qu'il y a un monsieur qui était suffisamment souffrant pour qu'il ait besoin d'aide. C'est faux. Cette personne-là, quand il est arrivé cet événement-là, a manifesté des idées suicidaires. On a contacté immédiatement la place qui nous l'avait référé. Par conséquent, la place qui nous l'avait référé ne voulait pas le reprendre parce que ce client-là n'était pas de leur secteur. On a fait, je sais pas comment de téléphone pour essayer de le référer. On était en démarche avec lui, ça n'a pas fonctionné. À cette heure, je vous dirais, par contre, si ça arrive, là, vous pouvez être sûr que même s'ils ne veulent pas le prendre, ils vont l'avoir sur le perron. Je ne prendrai plus le risque. Robin Fortier accepte mal le jugement du coroner à l'endroit de son établissement, le domaine Harford. Sa maison accueille des cas lourds, 90 résidents, tous toxicomanes doublés d'une problématique de maladie mentale. La clientèle qui a des problèmes de santé mentale, les hôpitaux, ils n'ont plus les ressources financières, les médecins, puis ils n'ont plus la structure pour s'en occuper. Ils se retrouvent où, ces gens-là? Ils se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent en prison. Ex-toxicomane lui-même, Robin Fortier est aujourd'hui propriétaire de 3 centres de thérapie dans la région de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches. Monsieur Fortier s'estime chanceux qu'avec une population aussi complexe, il ait connu si peu d'incidents à l'intérieur de ses murs. On travaille avec une clientèle à risque. Il faut être conscient que ça fait partie du risque. Puis je pense que c'est un petit peu ça le problème. Pourquoi il n'y a pas d'autres ressources comme ça? J'ai l'impression que les gens trouvent que c'est une clientèle qui est trop problématique, puis ils ont peut-être peur, à la limite, de prendre ces risques-là. Mais qui va les desservir, ces clientèles-là? Après la pause, le gouvernement entend faire le ménage dans les centres privés pour toxicomanes. En établissant le processus de certification, ils veulent séparer les ressources qui sont sérieuses, peut-être des ressources qui le sont moins. D'ici 5 ans, 6 ans, les maisons de thérapie, ça va être toutes des santé mentales. Parce que les jeunes nous arrivent tous avec des psychoses, qui ont fait des psychoses, des grosses dépressions. La drogue, aujourd'hui, sur la rue, n'est pas la drogue qu'il y avait dans les années 70. Aujourd'hui, c'est bourré de cochonneries. C'est vrai, la drogue a beaucoup changé et la clientèle des centres pour toxicomanes aussi. Selon le plan d'action en toxicomanie du gouvernement québécois, on estime que près de 65 % des toxicomanes ont des problèmes de phobie,
d'anxiété, de dépression, ce qui en fait souvent des cas très lourds. Mais si, il y a deux choses. Louise Nadeau, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal, travaille avec cette clientèle de très près. Une des choses qui nous inquiète beaucoup, c'est que parmi les gens alcooliques ou toxicomanes, le risque suicidaire est extrêmement élevé. Et il est extrêmement élevé pour les raisons suivantes. Non seulement on prend des drogues qui nous rendent dépendants, mais ces substances-là augmentent la détresse et l'angoisse en soi à cause des effets neurotoxiques. Donc, ils sont déjà dans une situation difficile et le fait de prendre des drogues augmente. Ce qui dit problématique multiple dit une complexité d'évaluation, dit une complexité de traitement, une complexité de soins et d'arrimage et de collaboration entre les différents organismes qui doivent contribuer aux soins du patient. C'est ce qui fait dire au Dr Pierre Beauséjour que tous les centres devraient être équipés d'intervenants et de superviseurs diplômés, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Dans plusieurs centres, ce sont d'ex-toxicomanes qui s'improvisent intervenants, comme c'était le cas à la maison L'Estime à Asbestos. Il n'y a aucune personne qui avait un diplôme dans cette maison-là. Aucun diplôme en toxicomanie, aucun certificat, rien? Non, du tout. C'était qui, alors, les intervenants? C'était quelqu'un qui avait fait sa thérapie là, puis qui s'en était sorti. Il allait avec son bagage de vie, qui est pas mauvais, mais ça prend quand même un professionnel dans la place pour nous diriger. Une des problématiques dans le système présentement, c'est que n'importe qui peut s'improviser thérapeute dans notre système. Et les balises ne sont pas là pour pouvoir justement reconnaître les gens qui ont la compétence, l'entraînement, les connaissances, l'expertise, l'expérience pour le faire d'une façon adéquate. Et ça fait trembler un psychiatre? Et ça fait trembler un psychiatre, ça fait trembler un patient aussi. Et des membres de famille qui peuvent être très inquiets de ce qui se passe. Si, à l'Estime, aucun des intervenants n'est encore diplômé, au domaine Harford, par contre, la majorité détient un certificat en toxicomanie. Un certificat de 30 crédits qu'offrent les universités de Montréal et de Sherbrooke. Mais est-ce suffisant pour une population aussi problématique? C'est une excellente formation pour intervenir. Mais là, on parle des cas les plus lourds avec lesquels, inévitablement, il y a des crises suicidaires ou des problèmes qui, pour les psychiatres, sont un problème. Et pour nos intervenants les plus chevronnés, sont des problèmes. Si n'importe qui peut s'improviser intervenant, toute personne qui le souhaite peut aussi ouvrir un centre avec comme seule obligation de détenir un permis de la ville. Vous me laissez quelques secondes, je vais regarder. Ce qui laisse Paul Roberge du ministère de la Santé et des Services sociaux dans une situation d'impuissance. Dans un contexte où c'est un organisme privé, sans financement, sans savoir inscrit dans le processus de certification, c'est sûr que c'est un organisme qui demeure inconnu actuellement là, sur la qualité des services qu'il peut offrir. On ne peut pas juger que c'est inadéquat, comme on ne peut pas juger que c'est adéquat nécessairement. Malgré tout, les différentes instances, hôpitaux, CLSC, cours de justice, dirigent régulièrement des patients vers tous ces centres, qu'ils soient certifiés ou pas. Le patient peut avoir été envoyé dans ce milieu-là par la Cour. Et là, à ce moment-là, on n'a pas, nous, beaucoup de choix quant à cette décision-là. Nous devons supporter cette décision-là et supporter le patient dans ce milieu-là. En Estrie, comme dans 4 autres régions du Québec, la tâche est d'autant plus difficile qu'aucun centre privé n'est encore certifié. Nous nous sommes rendus à l'Agence de santé de la région pour comprendre pourquoi. Il n'y a pas de loi qui régit l'implantation de ce type de ressources-là. OK? Et en tant que tel, là, c'est vraiment, ça vient de la volonté de ces organismes-là à vouloir se certifier. Il y en a qui ont déjà fait des démarches également et qui les ont abandonnées. Je dirais que
pour la majorité des organismes, il y a eu des pas qui ont été faits dans la certification. Quoique, présentement, si on fait le constat, on n'a pas encore de ressources certifiées. On va faire une petite distinction entre un sentiment et une émotion. L'émotion, c'est lui qui englobe tous les sentiments, dans le fond. Ah oui. Le domaine de la sobriété, situé à Stratford, peut héberger une quinzaine de personnes souffrant de problèmes de dépendance. Fondé il y a 22 ans, il n'a toujours pas sa certification. Venez, je vais vous montrer à quoi ressemble le dossier de certification, le document qu'on a à compléter. C'est plus gros que le livre de téléphone? Oui, oui, c'est plus gros que le livre de téléphone. Depuis bientôt 4 ans, Sylvie Paré, la directrice du domaine de la sobriété, travaille très fort à se certifier. Elle a monté un volumineux dossier pour répondre aux exigences du gouvernement. Pourquoi vous faites cette démarche-là? C'est par souci de la qualité des services offerts aux résidents. C'est notre base, c'est ce qu'on veut faire. C'est offrir le service, le meilleur service possible. Le ministère de la Santé a mis sur pied en 2001 un processus de certification. Le bémol, c'est que la démarche n'est pas obligatoire. Elle se fait uniquement sur une base volontaire. Le rejet, par exemple. On exige des normes de qualité quant à l'administration, la formation et l'encadrement du personnel. Préparer psychologiquement à la journée de demain. Ce processus est renouvelable tous les 2 ans et donne ainsi au gouvernement une porte d'entrée dans ces centres privés. Est-ce que c'est réaliste, ce qu'on exige de vous? Est-ce que c'est trop exigeant pour... Vous êtes un petit centre, là. Est-ce que vous trouvez que c'est trop demandé pour obtenir la certification? C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas trop. Dans le sens que c'est très, très, très cohérent ce qu'ils demandent. Si on regarde au niveau des qualités des services, de la sécurité des résidents, qu'est-ce qu'il leur est offert comme thérapie, on va aller jusqu'à qu'est-ce qu'il leur est offert comme repas. C'est important. Nous avons tenté d'obtenir par la loi d'accès à l'information les évaluations que fait le gouvernement des différents centres dans le but de leur accorder la certification. Ces documents nous ont été refusés. Par ailleurs, nous savons que la Maison L'Estime et le domaine Orford ont entrepris des démarches pour se certifier. En établissant le processus de certification, ils veulent comme faire un... je dirais pas un ménage, mais ils veulent séparer les ressources qui sont sérieuses, peut-être des ressources qui le sont moins. Est-ce qu'à votre avis, on va exiger la certification, on va la rendre obligatoire? Selon moi, puis selon quelques sources, ça s'en vient. C'est quelque chose que le ministère n'aura pas le choix de faire avec toutes les pressions extérieures. Des pressions se font effectivement de plus en plus fortes pour que le gouvernement rende la certification obligatoire. M. Roberge nous assure que son ministère fait le nécessaire. Actuellement, on travaille en collaboration avec le contentieux du ministère pour identifier la faisabilité et aussi les exigences qui seraient attendues pour faire en sorte qu'au cours de la prochaine année, idéalement avant l'automne prochain, on puisse présenter cette modification-là à la loi de la santé et des services sociaux. Donc, la certification obligatoire à l'automne 2008. Mais tous les centres pourront-ils répondre aux exigences? Certains devront-ils fermer leurs portes? Dans un contexte où on diminue en bout de ligne, qu'on couperait du tiers les organismes qui sont actuellement disponibles dans l'ensemble des régions, ça ne compromettrait pas les services là, donnés aux personnes. Du tiers, hein? Tout à fait, tout à fait. Si le ministère estime que le tiers des maisons privées peut disparaître sans créer de remous, à l'Agence de l'Estrie, on a un autre son de cloche. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre ces ressources-là? Il faut voir comment on va organiser les services. Là. Ça reste à définir, c'est ça. Parce qu'il y a quand même, ces centres-là sont pleins, ils hébergent de 60 à 80 personnes, c'est beaucoup de ressources. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de ces ressources-là. Si on ne sait pas comment les expliquer... Mais pour en arriver à assurer des services de qualité partout au Québec, le gouvernement devra s'attendre à payer la note. Pour une région, ça va finir par prendre beaucoup de ressources si on veut avoir un ratio, si on va avoir des médecins disponibles, des infirmières qui vont possiblement aller s'occuper des médicaments. C'est lourd pour le système. Ces patients sont là. On peut faire ça aussi, là. Puis au lieu de les ramasser à l'estime, on les ramasse en prison ou on les ramasse accrochés au bout d'une corde. C'était un autre choix de société.
Au moment de finaliser notre reportage, nous apprenions qu'un autre décès était survenu en août dernier à la maison Lestime. Le coroner Sainton, dans son rapport, blâme encore une fois l'établissement. De plus, il somme le ministère de la Santé de rendre la certification de maisons comme Lestime obligatoire dans les plus brefs délais.